pleine, mais qui a surtout un rôle assez important de réflexion dans ce domaine de l'efficacité dans le bâtiment, etc. Je ne peux pas ça. Voilà, ça ne va pas être 2050, rassurez-vous, on va essayer de voir un peu ce qu'on veut faire aujourd'hui. Donc effectivement, bon, pour donner aussi un peu mon parcours, je vais être relativement neutre puisque j'ai été universitaire, j'ai été directeur de recherche CNRS, je suis maintenant détaché au CEA et je m'occupe aussi du service bâtiment du CEA qui représente une cinquantaine de personnes à Chambéry où on essaye de réfléchir à, je dirais plutôt l'accompagnement à moyen terme et nos visions, elle est quand même à la vision des entreprises, des industriels, c'est-à-dire 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas à 50 ans. Et mon propos aujourd'hui, c'est de vous montrer par des images, vous êtes fatigués et je le comprends, moi aussi, mais quand on présente, c'est toujours plus facile d'être réveillé que quand on assiste. Et effectivement, peut-être pas de provoquer, mais d'avoir une certaine neutralité qui n'est pas toujours facile. Alors, qui aujourd'hui, je n'ai pas partagé tout ce qui a été dit, hein, je vous le dis tout de suite et vous ne partagerez pas tout ce que je vais dire, mais c'est l'objet du débat, donc on va essayer d'aller vite et comme ça on pourra échanger à l'issue de la présentation. Juste un mot, ce qu'on fait, ben nous, le CEA, c'est, on ne le sait pas, mais le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, et pour ma part, je travaille dans la partie des énergies alternatives, vous l'avez compris, et plus particulièrement, on a un site qui est merveilleux à Chambéry, où on fait tout ce qui concerne le solaire et le bâtiment, depuis la fabrication du silicium jusqu'à la gestion des quartiers, en passant par les batteries, par le stockage, on est à peu près 400 personnes et quelques chercheurs de l'université. Pour ce qui va concerner ma présentation aujourd'hui, on va se limiter au bâtiment. Et au bâtiment, bah, vous le voyez, on va travailler sur l'enveloppe, sur l'isolation, sur le solaire, la ventilation, les ouvrants, le pilotage, les systèmes thermiques. On regarde le bâtiment et son environnement et on a des objectifs que je vais vous donner par rapport à ça. J'ai repris les fameux scénarios négawatts parce que je pense qu'ils sont importants pour les cadrer par rapport au bâtiment. Diminuer les besoins, c'est travailler sur l'isolation et les vitrages. On en a déjà parlé et je pense que c'est indispensable, quoi qu'on puisse en dire. C'est augmenter le rendement. Je suis désolé, mais je suis aussi membre du conseil scientifique d'Atlantique. Une pompe à chaleur, aujourd'hui, elle n'a pas un COP très bon, moyen dans l'année. Quoi qu'on en fasse, on l'a mesuré. Je travaille sur Castor et Pollux, que vous avez peut-être vu, je ne sais pas si vous avez été voir ça, et en tout cas sur d'autres bâtiments où on teste, on regarde un peu les coefficients de performance des pompes à chaleur. Alors si c'est sur de la géothermie, ça va à peu près, si c'est sur de l'air, on a encore beaucoup à progresser, c'est l'objet de nos travaux. Le solaire thermique, c'est un enjeu énorme qui, pour moi, est le sujet d'après-demain. Malheureusement, pas encore aujourd'hui parce qu'on l'a coulé, parce qu'on l'a perdu, parce qu'on l'a détruit, par nos incapacités à faire des choses correctement il y a quelques années, et parce qu'on a expliqué que le solaire, c'était plus très intéressant aujourd'hui. Et l'intégration du renouvelable, et notamment le photovoltaïque dont je parlerai, qui aujourd'hui a pour nous, d'après nous, encore une fois, quand on est chercheur, on essaie d'être visionnaire et on se trompe parfois complètement, mais en tout cas aujourd'hui on a une vision assez forte là-dessus et je reviendrai en fin de présentation. Ce qui me paraît très très important et tout à fait par rapport à ce qui a été dit et notamment l'échange qu'on a eu tout à l'heure, c'est de regarder le parc bâti. Le parc bâti, vous voyez que les bâtiments, si vous avez des maisons de 1800 ou de 1900, elles sont bien meilleures que vos maisons si vous avez des maisons non rénovées entre 1949 et 1975, parce qu'avant on avait des maisons qui étaient avec des murs plus épais, avec parfois un creux entre les deux murs. Après on a pris des parpaings, voire du béton brut, et puis on a amélioré, et vous voyez que la réglementation qui a commencé dans les années 75, avec, notamment en 77, a permis des gaps très importants, puis après on a réussi, et aujourd'hui on a un parc de bâtiments intéressant qui est celui-là. Et là je voudrais faire une remarque par rapport à ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est que moi j'aurais deux remarques à faire. D'abord, j'annulerai la RE 2020. Je dis, elle n'a absolument aucun sens, parce que la RE 2020, elle va faire ça, et on va gagner ça, et on va dire, et dans 7 ans, on va essayer de gagner ça, alors qu'on va laisser tout ça tel que sans y toucher. Donc, d'une part, j'annulerai, bon, ce serait un peu difficile, mais je pourrais encore être un peu plus provocateur, j'interdirai la construction neuve. Et je dirais, écoutez, déjà, allez regarder tout ce qui existe, allez regarder tous ces bâtiments inoccupés, allez regarder, et les très gros du bâtiment aujourd'hui qui sont intéressés que par des gros ensembles,
les Bouygues, les Fage, les Vinci, je cite que cela, c'est des partenaires à nous, hein. Après il ne faudra pas l'enregistrer. Mais ces gens-là se diront, ah ouais, mais il faudrait regarder un petit peu ailleurs. Alors je ne suis pas interdire à vie, mais au moins pendant 6 mois pour se dire, tiens, et si on regardait un peu tout ce qui est existant, si on regardait tout ce qui est construit et qui n'est pas utilisé, qui est mal exploité, rien qu'avoir un œil. Ou alors, bien sûr, on peut taxer autrement. Mais en tout cas, se dire, je continue, je regarde et je gratte quelque chose sur la RE 2020. J'ai monté un très gros programme avec Olivier Servan notamment, et d'autres, j'ai coordonné depuis 6 ans. On a construit 25 maisons partout en France, des maisons RT 2012 en visant la RE 2020, en se disant on voudrait voir comment c'est une maison à énergie positive. Et bien toutes ces maisons, la plupart électriques, mais il y en aura 2 ou 3 qui sont en gaz, parce que pour moi c'est pas un problème, je suis désolé. En tout cas, il y en a 90% électriques en tout cas, il y en a qui sont à effet Joule, c'est-à-dire juste en radiateur électrique, certaines pompes à chaleur, certaines avec du solaire thermique, elles sont toutes à énergie positive sur l'année. Elles sont sans un surcoût de 2-3% maximum par rapport à ce que le constructeur faisait d'habitude. On a utilisé des CMI, on a fait des maisons par pain en briques, on n'a rien cherché d'extraordinaire. Toutes ces maisons fonctionnent, sont à énergie positive avec une vingtaine de mètres carrés de photovoltaïque sur le toit, énergie positive sur l'année. La conclusion, et c'est pour ça que je ne parle pas du tout de ce projet, parce que j'avais décidé de ne jamais parler de neuf, et c'est pour ça que je suis venu sans, mais quand je vous ai entendu, j'en dis quand même un mot. La conclusion, c'est qu'on a mis trop de photovoltaïque, on n'a pas besoin d'avoir une maison à énergie positive. Pourquoi énergie positive? Ça veut dire que vous produisez l'été ce que vous consommez l'hiver. Donc on va viser 80% d'autonomie par rapport au réseau. Les 20%, on va les puiser sur le réseau. On va être en autoconsommation, soit à l'échelle de la maison, soit à l'échelle de l'îlot. Parfois on a un immeuble, on a un peu de tertiaire, et on essaye de viser ce 80% d'autonomie. C'est pas la peine d'essayer d'être autonome en hiver. Alors soit on prendra des barrages, on prendra le nucléaire, on prendra ce qu'il faut pour le récupérer. Et aujourd'hui, sur le neuf, le problème il est résolu. Et les gens que vous interviewez qui ont une maison neuve, vous leur dites, et alors pour le chauffage, c'est plus un sujet. Ouais, je consomme quelques euros. On dira l'eau chaude, ce sera plus que le chauffage. Oui, et c'est pas vrai d'ailleurs, parce que toutes nos maisons, le chauffage était au-delà de l'eau chaude. Et on a tout mesuré, et on mesure encore. Hein. Toutes les maisons sont en mesure, et il y a plein de capteurs, et c'est des gens qui ont acheté cette maison avec leur argent, c'est-à-dire il n'y a pas eu d'argent pour payer ces maisons, et nous on a payé juste la mesure, et ils sont tous d'accord avec nous. Donc il faut faire passer des messages un petit peu comme ceci. Mais pour moi, la RT 2012, j'avais été interviewé par l'Assemblée nationale en 2010, sur la RT 2012. Je leur avais dit que la RT 2012, c'est l'arbre qui cache la forêt. On se focalise là-dessus, parce que ceux qui l'ont connu, on était focalisés, ah là, ça va tout changer. On l'a dit, ça va être extraordinaire. Finalement, on est passé, les extrémistes avaient dit, on va couler, tout le monde allait couler. Et je leur disais, vous verrez, on va la passer, et dans 3 ans, on va réfléchir à la 2020. Et là, tout à l'heure, j'ai entendu, ah ben maintenant on réfléchit à la 2025. Vous voyez, et ben on va continuer comme ça, et on va laisser ce parc. Voilà, excusez-moi, c'était un peu de colère. Que vous voyez ici, pourquoi je dis ça? Et bien là, vous avez l'évolution du parc, des maisons construites, ou du bâtiment, avant 1974. Regardez, c'est extraordinaire. Ce qui est construit en Rensa, c'est du neuf. Donc ça, pour expliquer, hein, c'est ce que ça consommait en neuf dans toutes ces évolutions. Si on fait le saut de là à là en rénovation, pour la maison individuelle, voilà ce qu'on a gagné par rapport au parc, et pour le collectif qui consommait moins avant, ben voilà ce qu'on a gagné. Donc c'est simplement pour dire, on n'a rien gagné par la rénovation, par la réglementation sur l'existant, et on continue, hein, là on ne fait rien. Mais là, on va continuer, et la prochaine fois, si vous m'invitez en 2022, je vous montrerai un petit graphe qui va encore gagner. Incroyable. Et voilà donc la situation, et on dit, voilà, en 2 ans, en gros, en neuf, on gagne ce qu'on gagne en 30 ans sur le parc. Là, mon idée, c'est les bâtiments des années 70, on en est là, de ces années, et encore, je n'ai pas mis avant. Et puis, alors bien sûr, ici, ça va bien. Et ce qui va bien, j'ai envie de te dire, ne sert à rien. Et si on ne fait rien, donc j'ai estimé à 4 siècles, bon ça c'est un peu la louche, j'avoue, mais pour arriver à avoir un parc de neuf de 2005, en 2050, 2005 on a dit c'était encore moyen,
Et surtout, c'est impossible d'arriver en 2050 à quelque chose de correct si on ne travaille pas là-dessus. Juste après, quelque chose qui me paraît aussi important, pour avoir quelques chiffres, les 44%, vous l'avez vu et tout le monde l'a dit. Sur les 44%, il y en a 58% au chauffage. Tout chauffage confondu, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important à savoir, c'est que sur ce qui est chauffage, plus de 80%, c'est l'enveloppe. Et sur ces 90%, 73%, c'est les parois opaques. C'est très important parce que je dis, et je l'avais dit à quelques-uns, ce qui paraît très important, c'est d'accompagner celui qui veut faire une opération de réhabilitation. Celui qui veut faire de la réhabilitation, il va dire, moi je vais changer mes fenêtres. Je vais changer mes fenêtres, je vais passer de 82 à 73. Oui, ok, c'est bien, mais alors c'est sûr, on a des belles fenêtres, c'est pour d'autres raisons. Mais au moins que la personne sache, et je vais vous expliquer pourquoi, que, ok, j'ai changé, mais dites pas que j'ai une amélioration énergétique. Autre chose, simplement pour expliquer, avec des super isolants, on va arriver à des isolants, parce que quand même je vais vous montrer un peu de science, sinon vous allez dire, c'est là, il nous raconte que de la politique. Avec un bon isolant, on verra après, avec 1 cm d'isolant, je divise par 2 la consommation de mon bâtiment. Le premier centimètre, il devrait être plus cher que les autres, il faudrait dire ça, c'est quand même. Le premier, je le paye plus cher, le deuxième, un peu moins cher, parce que le deuxième, vous voyez, le premier, il a fait tout ça, le deuxième, il a fait que ça. Et après je peux faire 3 mètres, hein, mais le troisième, 299e centimètre, et ben celui-là, il devrait être gratuit, parce que lui, il ferait presque rien. Et quand même, je vends bien Saint-Gobain, hein, parce que avec l'isolation de la façade de ma paroi, j'arrive à 0,24 kWh par kWh évité, et la fenêtre, la chaudière à condensation, je suis resté un peu provocateur. Donc simplement pour dire, il faut aller sur les vrais objectifs. Les vrais objectifs, c'est effectivement isoler ce qui doit être isolé, et notamment ces parois non isolées. Ça sert à rien d'isoler une paroi qui est déjà isolée. Là, c'est une paroi qui est déjà isolée, et je rajoute 20 cm d'isolant. Alors je dis, ok, ça rapporte beaucoup d'argent à Saint-Gobain, mais j'ai rajouté ça comme gain. Si j'ai isolé la paroi qui n'était pas isolée, j'ai rajouté ça comme gain. Et donc, là, je reviens à la réglementation, à une réglementation qui me dit il faut mettre 20 cm, il faut mettre 30 cm. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est il faut se dire quel gain je veux avoir. Et c'est là où je dis on ne peut pas faire ça sans accompagnement. Il faut qu'il y ait un bureau d'études à côté qui dise vous voulez combien? Vous voulez diviser par 2, par 3, par 4? Ça m'est égal qu'il y ait une réglementation. Moi, c'est le client à qui je vais dire ok, si vous voulez diviser par 3, voilà ce qu'il faut faire. En fenêtre, etc. Aujourd'hui, on ne procède pas comme ça. Aujourd'hui, on dit en réglementation, on ne va pas rentrer sur le BBC de la rénovation, mais on va dire il faut mettre tant des centimètres. Non, c'est pas une question, c'est combien je vais mettre qui va m'amener combien. Et dans l'idéal, c'est qu'à la fin, on va mesurer, on va dire ok, on l'a obtenu, on l'a pas obtenu. Si on l'a pas obtenu, vous payez pas. Si vous l'avez obtenu, vous payez. Bon, après, pour vous dire, j'ai parlé d'isolants, alors c'est vrai que c'est des isolants un petit peu de bonne qualité. Donc là, on est un petit peu dans le futur. Hein. On a des isolants, donc on n'en a pas encore parlé, c'est pas les isolants. Ils sont moins bons que les isolants sous vide dont parlait Olivier, mais ceux-là, ils ont l'avantage que si on plante un clou dedans, ils se percent pas, quoi. Alors que les isolants sous vide, c'est bien, mais quand vous plantez un clou, après, vous n'avez plus d'isolation. Avec ceux-là, vous arrivez à 15, donc on est 2 fois meilleur que la laine de verre. Beaucoup plus cher, hein. Ça on va pas le faire tout de suite, mais on va essayer de baisser les prix, et on arrive, vous voyez, avec des épaisseurs qui vont être très très faibles. Quand je vous ai dit, bah oui, peut-être que je vais pas faire grand chose, mais déjà avec 1 centimètre, je vais diviser par 2. Je vais pas mettre qu'1 centimètre, mais je vais pouvoir, avec quelques centimètres, si je peux pas faire autrement, faire quelque chose d'intéressant, sans perdre toute la surface de ma paroi. Donc on a fait ça en isolation par l'intérieur. On a fait ça aussi en isolation par l'extérieur en mélange, donc c'est l'aérogel, hein, l'aérogel c'est de la mousse, que vous mélangez au mortier, et vous avez ici donc un enduit extérieur, vous arrivez à 26, on est presque aussi bon que la laine de verre qui était à 30 ou à 32, mais après je fais ça, je le peins et c'est joli.
Bon, alors c'est extraordinaire, mais rassurez-vous, on ne va pas encore concurrencer les procédés classiques, c'est plutôt un rêve du futur dont je parlais et qu'il va falloir encore travailler pour faire baisser les coûts. Aujourd'hui, les coûts sont encore importants, mais on travaille là-dessus. Et aujourd'hui, on a une maison qui a 6-7 ans, c'est ces maisons-là. Donc ça, c'est ce qu'on construit chez nous. Hein. Là, on a mis, c'était de la brique avec l'isolation par l'extérieur, on a fait du béton, on a fait du bois, on a fait du parpaing. C'est un petit peu pour regarder ce qui se passe, quels produits, comment comparer le confort d'été, le confort d'hiver, et on arrive à avoir des produits un petit peu innovants. Je vous l'ai dit, ou je vais essayer de vous le dire, l'important c'est la réhabilitation, donc je vais simplement vous montrer une petite application sur un grand projet de réhabilitation. L'idée de la réhabilitation aujourd'hui, c'est que tout ce qu'on fait est trop cher, et donc il faut trouver des solutions d'isolation simples, pas chères, en tout cas qui puissent être, on va pas dire rentables, mais qui puissent être faciles à faire, et bon, imaginer. Donc on imagine, et chacun doit imaginer. Nous, on travaille sur un grand projet actuellement. Je vais vous l'expliquer en 2 mots. L'idée, c'est de faire de la réhabilitation industrielle. Donc réhabilitation industrielle, première chose, je ne rentre pas dans la maison. C'est ce que nous demandent tous les maîtres d'ouvrage, et notamment les bailleurs sociaux. Donc, je ne rentre pas dans la maison. Je mets une fenêtre. Alors, je vous explique simplement ici. Donc, c'est une fenêtre qui a un cadre à peu près de 15 cm d'épaisseur. Il y a 15 cm d'épaisseur, ça dépasse de la maison. Je laisse au début la fenêtre intérieure, j'en rajoute une à l'extérieur, et pour chauffer le bâtiment, j'ai tout un système de gaine qui est sur mon bâtiment et qui vient souffler par les cadres des fenêtres. Et donc l'air chaud rentre par la fenêtre et ressort par l'intérieur du bâtiment. Et après, je viens poser un panneau, et dans ce panneau, je peux mettre du photovoltaïque si je veux, je peux mettre du bardage, je peux mettre ce que je veux, je peux mettre de l'enduit. Et donc tout ça, c'est posé contre ma façade, préfabriqué. J'ai mon système. Alors le système, ça dépend de ce que j'ai comme bâtiment. Si c'est une maison individuelle, tout est dans ma toiture. Là, j'ai enlevé les tuiles et j'ai des panneaux de toiture. Et dans le panneau, il y a la ventilation, l'eau chaude. Je vais juste avoir un ballon ici, mais je vais avoir le système de chauffage. Je vais avoir la régulation. J'ai tout dans mon panneau et je pose comme ça des panneaux sur la toiture. Si c'est sur un immeuble, je pose sur le toit. Donc là, c'est Atlantique qui le fait d'ailleurs. Je prends un conteneur entier, et le conteneur, je le pose sur le toit, il vient chauffer les gaines elles passent par les fenêtres, j'isole par l'extérieur, et j'ai une solution isolante. L'idée, c'est, je ne vends pas ce système parce qu'il est toujours cher, mais pour que ce soit moins cher, je loue la chaleur que je vais donner. Et donc, c'est l'industriel qui vient et qui propose un contrat sur un certain nombre d'années en disant, voilà, je vous installe ça, si ça tombe en panne, je le change, si je le répare, je fais, mais vous avez, comme pour votre voiture, un système de leasing qui intéresse bien notamment les bailleurs sociaux. Donc on a fait ça sur des maisons individuelles, sur des collectifs avec des toitures en pente, sur des collectifs avec des toitures terrasses. On a 7 immeubles et 2 maisons individuelles existants à faire, et bien sûr on teste sur nos maisons individuelles là, que je vous avais montrées, pour essayer d'abord de voir si ça peut marcher et pas avoir de problème à l'arrivée. Un autre sujet qui est aussi important pour moi, c'est le confort d'été. Le confort d'été, c'est aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, très mal géré, et que ce soit dans les maisons individuelles, en logement ou en tertiaire, et ça coûte une fortune en installation de climatisation, parce que tout le monde climatise, parce qu'on n'a pas l'installation qu'il faut. Donc on a travaillé sur plusieurs sujets. D'abord, en tertiaire, on a fait ce qu'on appelle une boîte dans la boîte. C'est des matériaux, là on a des matériaux à changement de phase, donc des matériaux qui vont changer de phase. Donc pendant la nuit, ils vont, comme une bougie, ils vont durcir, et puis dans la journée, quand ça va chauffer, ça va faire fondre, c'est de la paraffine qui est dedans, et ça permet de garder une température de mur à peu près autour de 23-24 degrés. Et comme les murs sont à 24 degrés, même si la température est un peu chaude dans la pièce, et ben le bureau reste frais là-dedans. Donc on a toute une installation, et puis on a quand même, pour faire plaisir, on a mis des isolants sous vide sur la façade extérieure pour l'hiver, parce que finalement, ils sont très faciles à isoler ces bâtiments. Il y a juste une façade extérieure, vous mettez un isolant sous vide sous la façade, on a changé les fenêtres, et c'est surtout l'intérieur qui doit être traité. Confort par voie active. La paroi active, on y croit beaucoup, c'est pas les planchers chauffants, c'est des planchers chauffants, vous avez c'est beaucoup plus resserré, et donc vous chauffez la paroi à 20 degrés, et vous la maintenez à 20 degrés, il n'y a pas de régulation,
c'est toujours maintenu à 20 degrés. S'il fait froid, vous perdez l'énergie par le sol. S'il fait chaud, ben, il arrête d'émettre. Et ça vous permet de maintenir un confort à l'intérieur d'une pièce avec une régulation hyper simplifiée. Et puis ça permet surtout en été de faire de récupérer sur la dalle, et donc avec sur la nappe d'eau, vous pouvez rafraîchir avec la nappe d'eau et vous pouvez chauffer avec des apports solaires puisque vous êtes à très basse température. 15 degrés, ça ne peut pas l'hiver, c'est pas possible. Pardon ? Oui, non, simplement, moi je disais, si vous mettez une paroi, un plancher chauffant à 20 degrés, l'hiver, vous ne chauffez pas votre ambiance. Je ne chauffe plus l'ambiance, je ne chauffe pas l'ambiance, je chauffe uniquement les murs. Oui, l'ambiance, je n'ai pas de renouvellement d'air, j'empêche le renouvellement d'air froid. Donc j'ai du double flux ici, ce qui fait que je chauffe les murs. Donc les murs ne sont pas refroidis, et puis l'air, il n'y a que l'air, à part l'ambiance, il n'y a que l'air. Si les murs sont maintenus à 20 degrés, vous n'avez jamais de risque vous n'avez pas à refroidir quoi que ce soit. Le ressenti, c'est la température de l'air, on est bien d'accord, mais vous êtes bien obligé de le renouveler, l'air. Ben, l'air est renouvelé, mais l'air est renouvelé à 20 degrés, l'air n'est pas renouvelé à 0 degré. Vous avez un double flux. Oui, on a un double flux, ben, c'est dans le tertiaire. Hein. Mais on en a plein qui fonctionnent, hein, des bâtiments comme ça. C'est pas une innovation extraordinaire, c'est du chauffage à très basse température. C'est les dalles actives, c'est le principe de la dalle active. Vous êtes à 20 degrés. Nous, ce qu'on rajoute, c'est de faire du solaire thermique et de le faire en rafraîchissement sur nappe. Il y a quand même un apport de chaleur. Bon, on parlera peut-être après. Autre façon de rafraîchir, ça fait beaucoup, la ventilation naturelle. Donc la ventilation naturelle, je fais de la ventilation naturelle à l'intérieur du bâtiment. Et donc, c'est 10 minutes avec les questions. Où sont les questions? Oh, qu'est-ce que je vais... Il faut que je baratine alors. Non, mais pas mal de transparent, rassurez-vous. Donc, la ventilation naturelle, c'est le principe, là vous connaissez aussi, je suppose très bien. C'est un système qui est vraiment facile, c'est-à-dire que je rafraîchis pendant la nuit. Il suffit, quand l'ambiance est chaude comme ici, alors ici on est un petit peu bas, il faut plutôt avoir un petit peu de hauteur, mais si vous avez un peu de hauteur, dès que l'air chaud, vous savez qu'il monte, donc si vous êtes dans une ambiance où bientôt il va faire un peu frais, alors maintenant c'est plus trop la peine, mais quand même, toute la chaleur va monter, et c'est l'air frais de nuit qui va rentrer, c'est ce qu'on fait ici en Corse, et puis la journée on ferme, et puis on arrive à rafraîchir comme ça et à maintenir des températures sans consommer. Donc ça c'était différentes technologies que je veux vous montrer. Je fais partie d'un institut solaire, donc effectivement j'étais obligé de prendre un peu de temps sur le solaire. Donc on a des gros travaux parce qu'on y croit, et je vous montrerai, j'essaierai de vous convaincre. On croit effectivement à ce côté solaire qui est la vraie solution, si on y arrive, la vraie solution, puisque là on est totalement renouvelable en solaire thermique, et donc le solaire thermique c'est plutôt, je ne l'ai pas mis, je ne sais pas si vous avez vu au départ, sur les énergies renouvelables, je l'ai mis sur l'efficacité des systèmes, parce que en solaire thermique c'est même pas une énergie renouvelable, c'est juste éviter de consommer davantage. Je produis rien, le photovoltaïque je produis, le solaire thermique j'évite de consommer. Et effectivement, la preuve, c'est que le photovoltaïque, même pendant l'été, je vais toujours produire. Le solaire thermique, en été, je ne produis rien, puisque je ne produis que si je peux éviter de consommer. Et simplement pour vous montrer un peu des chiffres, on a travaillé donc sur... je ne vais pas les détailler tous, rassurez-vous. Simplement, on a travaillé sur 2 maisons individuelles, c'était mon grand projet, cette maison neuve, j'y reviendrai. Et pour regarder un petit peu les pertes que vous aviez, et donc entre le chauffage, l'eau chaude, vous avez un appoint pour l'eau chaude sanitaire, et vous avez les pertes par l'écanisation. Ce qui est important à voir, c'est que, là je suis à Strasbourg, je suis strasbourgeois, et donc vous allez voir, je ne suis pas chauvin, c'est pas terrible parce que je suis à 25% de chauffage d'appoint, plus 9,5% d'eau chaude sanitaire d'appoint. Donc là je ne suis pas très très bon. J'ai pas voulu faire le projet où j'étais à Bordeaux, parce qu'à Bordeaux j'étais extraordinaire. Donc j'ai pris Limoges. Limoges, vous allez dire, c'est quand même pas extraordinaire. Et bien Limoges, j'ai 7,8, je suis désolé s'il y a des Limogeaux, mais moi je suis alsacien. J'ai que 7,8% d'appoint et 4,9% d'appoint en eau chaude sanitaire. Ça fait à peine plus de 10% d'appoint nécessaire. Si j'ai que 10% d'appoint, je peux faire de l'effet Joule. Donc de l'effet Joule, ça veut dire j'ai juste une résistance électrique, j'ai plus de pompe à chaleur, j'ai plus rien de compliqué. Et si je peux associer un système d'eau chaude solaire avec
une aiguille électrique qui représente 10%, et bien là j'ai la solution un petit peu idéale et décarbonée, parce que je ne l'ai pas dit au départ, c'est quand même ce qui a été important. Au CEA, on a un gros programme de l'énergie décarbonée à l'horizon 2035, avec que du nucléaire et de l'énergie renouvelable. Bon, on a mis l'énergie renouvelable, et pour ça, il faut une grande sobriété, c'est du moins ce qu'on croit au CEA. Mais, pas toujours entendu, mais en tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire. Et donc, avec ce genre de système, eh ben, je peux dire, je peux y arriver. Si je suis à 34%, je ne vais pas faire de l'effet Joule uniquement, mais bon, après, je peux réfléchir pompe à chaleur, autre chose. Mais en tout cas, c'était pour dire que j'ai pris Limoges, et donc si vous dites tout ce qui est mieux que Limoges, ça peut marcher. Ça fait déjà pas mal au niveau du territoire français. Mieux en soleil et en thermique. Et donc, on a fait ça ici sur un projet qu'on a testé chez nous, juste pour le tester. Et donc, on a quelque chose un peu original, c'est-à-dire qu'on fait du solaire, bien sûr, le solaire, on le fait toujours avec de l'eau, mais là, on a un échangeur au air qui fait que je chauffe le solaire avec de l'eau et j'émets toute la chaleur par air, donc j'ai de la ventilation par insufflation qui vient souffler à l'intérieur, le solaire chauffe et donc j'ajoute à la fois l'air extérieur, le renouvellement d'air et la chaleur. Je chauffe ma maison et puis je vais avoir des ouvertures qui sont au niveau de mes volets qui vont se fermer ou s'ouvrir, qu'on a fait avec M. Dorf, et qui vont faire sortir cet air. Et donc on va avoir la chaleur qui arrive, l'air qui vient chauffer la maison, et ici je vais sortir, et donc avec une résistance électrique d'appoint, si elle représente à peine 10% des consommations, je pourrais soit utiliser effectivement du nucléaire, soit du photovoltaïque que je vais avoir sur ma maison, que je peux mettre en plus. Donc on a fait ça d'abord sur un premier projet chez nous, et puis on a voulu montrer que ça marche, et donc là on a une maison à Bordeaux qui est en cours d'expérimentation avec l'installation, donc c'est Eastman qui nous a fait l'installation solaire. On a une régulation, on vient souffler de l'air, et bien sûr je fais aussi mon eau chaude, et là j'ai ma résistance électrique qui va faire mon appoint en essayant d'avoir moins de 10% d'électrique. Et là on a des bâtiments qui peuvent devenir autonomes, puisqu'il suffit que je rajoute quelques mètres carrés de photovoltaïque pour faire tourner à la fois ma résistance électrique et le reste des besoins en électricité. Une autre application pour finir sur nos applications, on a fait ça à Cronenbourg, donc à côté de Strasbourg, 50 logements. On a la récupération de tout à tous les niveaux, c'est-à-dire on fait du double flux en récupération sur l'extrait, on fait de la récupération sur l'eau grise, on fait de la récupération, on fait du solaire thermique, et on arrive à quelque chose qui est entre 13 et 17 kWh du primaire par mètre carré par an. Encore une fois, pour montrer que c'est pas très compliqué à faire, et encore une fois, je dis ça, c'est presque trop. C'est pas parce qu'on l'a fait que ça va être un objectif. Mais notre objectif des 50 kWh, aujourd'hui, il est bien, et je reviens à ce que je vous ai dit au début, il faut réfléchir à de combien j'ai besoin, combien j'isole, combien je produis, combien je mets d'énergie renouvelable. Je veux avoir un modèle économique qui soit rentable, et je veux avoir une autonomie sur le réseau de, on va dire, 80%. Et je tire le reste, j'aurai toujours un réseau autour. Je vais finir avec le photovoltaïque. Donc le photovoltaïque, on a beaucoup travaillé sur plein de sujets, l'intégration notamment parce que c'est un côté esthétique, alors des tuiles, des panneaux, des composants, du Mundorf, tout ça effectivement c'est des choses qu'aujourd'hui on travaille. Aujourd'hui on a de plus en plus d'acteurs, plutôt étrangers mais pas forcément chinois, qui viennent nous voir en disant je veux tester, je veux regarder. Aujourd'hui on a un bâtiment qui est en train de se construire où on est tout en photovoltaïque. C'est Vika qui veut construire son usine avec des produits, bien sûr, qui lui sont propres, mais les produits, donc on associe l'isolant, l'inertie, la production du photovoltaïque, et tout ça, c'est les panneaux qui sont décrits autour de ce bâtiment qui est en cours de réalisation. Ça, c'est une réhabilitation d'un bâtiment, un siège à côté d'une cimenterie. Et pour aller plus loin, je terminerai avec cette interconnexion. On parlait un peu de demain, et bien de demain, c'est un bâtiment qui est connecté avec des réseaux thermiques, des réseaux électriques, des bâtiments qui sont à la fois consommateurs et producteurs d'énergie, et qui vont aller dans les deux sens, c'est-à-dire qu'ils vont aller dans les deux sens en électrique, en thermique, où le bâtiment finalement il devient
un espèce de... j'ai mis un nœud énergétique avec un usager au centre. Le but, c'est le confort de l'usager. Et puis, on va